Alors, bonsoir à tous. Merci d'être parmi nous ce soir. Le sujet de ce webinaire est très important pour la communauté du cancer du rein. On reçoit beaucoup de questions de la part des patients et des aidants à ce sujet. Et nous sommes très choyés, nous sommes très choyés ce soir de recevoir Dr. Dominique Bossé, qui va nous aider à comprendre les mises à jour de l'énoncé consensuel de la prise en charge du cancer du rein métastatique. Dr. Bossé, bienvenue avec nous. Alors, avant de commencer, je vais juste prendre quelques minutes pour vous présenter. Dr. Dominique Bossé est un oncologue médical spécialisé en cancer du rein et cancer génito-urinaire. Il pratique actuellement à l'Université d'Ottawa, l'hôpital d'Ottawa en Ontario. Il a fait ses études médicales et sa résidence en médecine interne à l'Université de Sherbrooke au Québec, puis sa spécialisation en oncologie médicale à l'Université d'Ottawa. Dr. Bossé est également détenteur d'une maîtrise en physiologie de l'Université Sherbrooke et d'une maîtrise en santé publique de l'Université Harvard à Boston. Finalement, il a complété une formation additionnelle en cancer du rein à la Dana-Farber Cancer Institute à Boston sous la supervision du Dr. Choueiri. Dr. Bossé, c'est à vous. Merci Mona, bonjour, bonsoir en fait, Christine et Mona, et puis à tout le monde qui est présent. Je n'ai pas malheureusement l'opportunité de vous voir en photo ou en vidéo, mais je suis content de savoir que vous êtes nombreux à être intéressés à voir cette présentation-là en français. Alors, c'est un honneur pour moi, le français c'est ma langue première, puis le cancer du rein, c'est mon expertise personnelle. Et puis, livrer la marchandise aux patients, c'est ce qui me permet d'aimer mon emploi. Alors, c'est vraiment un contexte parfait ce soir là, de s'adresser à vous pour vous aider à comprendre un peu la maladie du cancer du rein, puis comment les choses évoluent. Il faut dire que les choses évoluent vraiment très, très rapidement, en fait. Là. Alors, les énoncés consensuels tels que ceux qu'on va parcourir ce soir sont très bienvenus dans le cancer du rein, surtout dans ces dernières années. Et puis, je vous l'indique déjà d'entrée de jeu, ils vont continuer à être excessivement importants dans les années qui vont suivre parce qu'il y a encore beaucoup de découvertes à venir et puis qui vont être présentées en fait sous peu. Alors, sans plus tarder, on va emboîter le poil avec la présentation, qui a environ une trentaine de diapositives en fait. Là, donc, c'est exprès pour qu'on se laisse du temps pour discuter un peu. Je pense que c'est un forum qui se veut un peu interactif. Là, on va se présenter un peu des diapositives pour se mettre à jour, puis ensuite de ça, on va pouvoir continuer. Donc, vous voyez mes divulgations pour présentation scientifique et puis conseil consultatif à l'écran. Et puis, juste en guise d'introduction, encore là à mon tour, je voulais m'assurer que vous étiez en fait au courant du RCRC, donc le réseau de recherche sur le cancer du rein du Canada. Donc, c'est eux vraiment qui nous offrent cette plateforme-là ce soir. Et puis, ça se veut un réseau virtuel, en fait, non seulement de scientifiques, de médecins, mais aussi de survivants du cancer, qui sont dédiés là, à faciliter la recherche sur le cancer du rein à travers le Canada, donc plusieurs institutions. Puis, évidemment, catalyser les connaissances ou les avancées qu'on a sur le cancer du rein au Canada, mais également sur ces traitements. Alors, c'est un organisme qui fournit en fait aussi des fonds pour la recherche et puis qui chapeaute aussi le système d'information canadien sur le cancer du rein. En fait, là, en anglais, des fois, on entend un peu plus le CICIS, mais en français, c'est le SICCR. Et puis, en fait, ça se veut une banque de données pan-canadienne qui permet aux chercheurs canadiens de répondre à des questions importantes de clinique qui viennent, qui sont d'intérêt pour les patients, étant donné que souvent, on va interroger cette banque-là pour savoir comment mieux séquencer les traitements ou pour vraiment étudier des choses un peu plus rares, étant donné qu'on peut avoir une vue globale là, de l'entièreté du pays. Alors, ça nous donne quand même un repositoire là, très important, puis c'est aidé justement par le ARCRC. Finalement, on a aussi des énoncés consensuels là, qui vont pas de main à main avec
avec l'organisme. Alors, c'est vraiment un rôle important que cet organisme-là a auprès des patients avec cancer du rein au Canada. Alors, l'énoncé consensuel a été publié dans le CUAG, que vous voyez ici. Et puis, cette année, en fait, il a été publié par Dr. Christina Caniel, qui est une de mes collègues, en fait. Elle est oncologue médicale, aussi spécialisée en cancer du rein, puis elle travaille aussi à Ottawa. De même que Dr. Hott, qui est Sébastien Hott, qui est en fait un autre francophone, lui qui travaille à Hamilton. Et puis, tous les gens entre les deux, là, comme tous ces noms-là, c'est tous des oncologues ou des uro-oncologues ou des radio-oncologues qui travaillent au Canada et puis qui ont des intérêts marqués là, en cancer du rein, qui étaient présents lorsqu'on a émis ce consensus-là et puis qui ont eu la chance de se faire entendre sur quoi ils étaient d'accord et en désaccord. Puis vraiment, le produit final, c'est un peu là, ce que les gens sont tous ont consenti ou ont été d'accord pour mettre. Vous allez voir qu'il y a plusieurs décisions à prendre lorsqu'on fait ces consensus-là, parce qu'il y a beaucoup de traitements puis beaucoup de nouveautés. Alors, dans un sens, c'est une bonne chose. Donc, c'est disponible sur Internet aussi pour ceux et celles qui aimeraient le lire en plus grand détail. Il est disponible en anglais et en français. Alors, évidemment, c'est un document assez dense. Là. Je pense que pour la soirée, aller à travers point par point, c'est un peu ça s'annonce peut-être soporifique et puis un peu trop là, condensé. Cela dit, on va essayer de focuser sur les mises à jour qu'il y a eu en 2021 par rapport à l'énoncé précédent de 2019. Okay? Donc, il y a 5 items majeurs qui ont été mis à jour, dont la première ligne de thérapie pour les cancers avancés là, ou métastatiques. Donc, j'imagine que c'est vraiment la partie la plus importante et puis la plus dynamique ou fluide là, en cancer du rein. Aussi, on va parler des cancers non à cellules claires. Donc, il y a une étude récente qui s'appelle PAPMET qui a été rapportée et puis on va discuter un peu de ces résultats-là puis comment ça peut s'appliquer pour vous. Et puis, on va parler un peu des gens qui ont une différenciation sarcomatoïde. Alors, c'est possiblement quelque chose que vous êtes au courant ou pas. Donc, j'imagine que plusieurs d'entre vous qui ne savez pas nécessairement s'il y a une différenciation sarcomatoïde à votre cancer, mais je suis certain que de plus en plus, c'est des choses dont les gens vont être mis au courant, étant donné qu'on peut traiter ces gens-là là, un peu différemment, en fait. Il y a les traitements adjuvants et néoadjuvants. Simplement des termes pour dire faire la thérapie après ou avant. Donc, la résection du cancer, donc la néphrectomie. Et puis ensuite de ça, on va rapidement explorer un peu qu'est-ce qui s'en vient là, dans le pipeline de recherche et puis qui risque d'influencer les traitements qu'on a là, en cancer du rein bientôt. Donc, le cancer du rein, en fait, là, c'est pas une maladie qui est homogène. Il y a 2 grands groupes, en fait. Donc, le premier groupe, c'est ce qu'on appelle à cellules claires. Lorsque vous lisez sur le cancer du rein, c'est souvent ce que vous lisez. La majorité, sinon la quasi-totalité des études qui ont été faites, c'est sur le cancer à cellules claires. Des fois, on appelle ça le cancer du rein, mais en fait, c'est plus complexe que ça. L'autre case, vous voyez là, le cadre jaune à l'écran, donc il y a plusieurs sous-types d'histologie, donc c'est comme plusieurs maladies rares qui sont rassemblées sous le thème carcinome rénal non à cellules claires en fait. Et puis, au niveau biologique, on sait qu'il y a des différences, donc c'est pas tous du pareil au même. Par contre, pour les fins pratiques, on les traite à peu près tous de la même façon à quelques distinctions près. Okay? Souvent, ça vient du fait que certains d'entre eux sont très rares et puis faire des études randomisées contrôlées à double insu, qui est vraiment la façon standard d'étudier les choses en oncologie puis en plusieurs aspects de la médecine, sont juste pas possibles. Ça prendrait des années et des années et des années, malgré, même si on serait pour étudier tous les cas de cancer dans le monde. Alors, c'est pas faisable. Par contre, pour les cellules claires, c'est l'histologie qui est la plus fréquente. Alors, elle s'étudie très bien en termes qu'il y a beaucoup de patients qui ont cette maladie-là. C'est facile, ou c'est pas nécessairement facile, mais c'est plus rapide de faire des études, en fait. Là. Donc, le cancer, le carcinome rénal non à cellules claires, en fait, là, le plus fréquent, c'est les papillaires de type 1 et de type 2. Donc, le type 2 est plus fréquent que le type 1.
Et puis, le reste, le chromophone à 5 puis le reste un peu plus rare. Là. Donc, ça ici, c'est juste un sommaire. Si on veut la slide, à gauche, on voit vraiment la répartition entre les maladies localisées et métastatiques, c'est-à-dire lorsqu'un cancer est diagnostiqué, environ une personne sur 4 va se présenter avec des métastases, malheureusement. Donc, c'est ce qu'on appelle un stade 4. Alors que le 3/4, heureusement, sont pas stade 4. Ils ont une maladie qui est confinée au rein et puis qui est resséquée. Tout dépendamment de ce qui est resséqué, par le chirurgien, il va avoir une plus grande ou une moins grande chance d'avoir une récurrence. Puis à un certain moment, il y a une certaine portion de ces gens-là qui vont avoir une récurrence métastatique. Alors, le traitement va se faire là, comme si c'était présenté un peu d'entrée de jeu avec des métastases. Et puis, la portion droite de l'écran fait juste montrer un peu la proportion des cellules, des cas qui se présentent avec acellules claires versus non acellules claires. D'habitude, c'est 80-20 ou 75-25, tout dépendant des séries dans lesquelles on se réfère. Donc, c'est bien beau, là, ces deux distinctions-là, cellules claires, cellules non acellules claires, mais c'est encore un peu là, la généralisation, en fait, là, tous les cancers sont différents, tous les individus, les patients sont différents aussi. Mais dans le cancer du rein spécifiquement, c'est assez flagrant. Il y a des patients qui ont des maladies beaucoup moins agressives que d'autres et certains ont des maladies très agressives. C'est-à-dire que lorsqu'ils se présentent, il y a des gens, par exemple, qu'on va voir simplement quelques métastases qui vont avoir la peine à progresser malgré aucun traitement, juste la surveillance alors que d'autres vont avoir une maladie qui vont avoir beaucoup plus de métastases visibles au CT scan, puis aussi qui vont progresser plus rapidement avec ou sans traitement. Donc, c'est un peu des pommes et des oranges quand on se compare. On ne peut pas tellement se comparer d'un individu à l'autre, en fait. Là. Donc, c'est l'oncologue avec vous qui essaie de vraiment comprendre quel type de cancer, c'est quoi le comportement de votre cancer, et puis essayer de trouver la meilleure stratégie de traitement là, en prenant ces aspects-là en ligne de compte. L'une des façons qu'on a pour catégoriser grossièrement, si on veut, l'évolution de ces cancers-là, c'est en fait le calculateur de risque IMDC. C'est un score, en fait, qui a été développé par Dr. Hang, là, comme dans le haut de l'écran, qui travaille à Tom Baker dans l'Université de l'Alberta. Et puis, il y a Dr. Choueiri à Dana-Farber, à Boston, qui ensemble ont fait cette banque de données-là massive qui contient des patients à cancer du rein partout dans le monde. Et puis, avec ça, on a regardé certains marqueurs de pronostic. Et puis, de ça, il y en a 6 marqueurs. OK? 4 d'entre eux se trouvent dans les prises de sang. Donc, ça fait partie généralement des prises de sang que l'oncologue va vous demander là, à la première visite. Puis ensuite de ça, on a 2 autres facteurs. L'un d'entre eux, c'est le statut de performance qu'on appelle, donc c'est-à-dire comment énergétique ou non vous êtes du taux au cancer. Et puis, après ça, l'autre, c'est le temps entre le diagnostic et le traitement. C'est-à-dire que si, par exemple, on a un cancer en 2016 qui se fait enlever par le chirurgien, puis 3 ans après, on a une récurrence, alors, puis qu'on décide de faire un traitement, alors le temps, c'est 3 ans. Si, par contre, on se présente d'entrée de jeu avec une maladie métastatique puis qu'on désire traiter, à ce moment-là, c'est moins d'1 an. Quand c'est moins d'1 an, entre le diagnostic et le début du traitement, ça compte pour un facteur. Puis, ici, il y a mon collègue en bol, Dr. Sean Dudani, qui travaille à Sir Osler, en Ontario aussi, qui a fait ce calculateur-là, la version online de ce calculateur-là. Donc, j'ai mis l'adresse Internet là, vous pouvez aller voir. C'est en anglais seulement, par contre, mais c'est pas très laborieux à lire, c'est bien imagé, alors ça peut être intéressant pour vous de consulter ça si vous le souhaitez. Et puis, finalement, ce qui compte, c'est que ça nous permet un peu de voir là, à l'échelle de ces cliniques, si on veut, qui a une maladie qui se comporte un peu mieux qu'un autre. Donc, ceux qui se comportent très bien, les cancers qui se comportent très bien sont dits favorables. Donc, il n'y a aucun des points qu'on a mentionnés, des 6 points qu'on a mentionnés au préalable. Il y a ceux qui ont une maladie de type là, comme de risque intermédiaire, c'est ceux qui ont 1 ou 2 points. Et puis ceux qui ont 3 ou plus sur 6 points, on dit qu'ils ont une maladie à risque élevé, un risque IMDC élevé. Puis ce qu'on voit ici, c'est une courbe de survie qui montre en fait juste grossièrement à quel point ça différencie les patients. Okay? Donc ici, là, c'est une échelle où on a 100% des gens qui sont en vie. Et puis ici, il y a une échelle du temps. Puis à mesure que le temps passe, il y a des gens qui vont décéder. Puis ce qu'on peut voir, c'est que quand
lorsqu'on a une maladie à risque favorable, on a plus de chances de ne pas décéder à un point donné, comme 12 mois, 24 mois, 36 mois, que ceux avec une maladie intermédiaire ou de ceux avec une maladie élevée. OK? Donc, ça a été validé là, en première ligne avec plusieurs types de traitements, puis en seconde ligne et les suivants. OK? Donc, il y a plusieurs traitements, OK? Donc, comment ça marche, toutes ces choses-là? C'est assez complexe. Et puis, évidemment, c'est une diapositive qui est assez impressionnante ou intimidante, dis-je bien. Kudo, ma conjointe, en fait, qui a fait ce graphique-là qui est publié dans le journal Journal of Clinical Oncology, qui est un bon journal quand même en 2018. Qui énumère un peu les traitements qu'on a contre le cancer du rein. Alors, typiquement ou historiquement, puis-je dire, bien, les cytokines étaient ce qu'on avait, des seuls traitements qu'on avait. Donc, il y avait l'interféron alpha, qui avait une efficacité très, très, très modeste, si on peut dire. Et puis, évidemment, l'interleukine 2, donc donné à haute dose, qui était disponible pour certains types de patients. Et puis, c'est en 2006 qu'on a commencé à avoir plus de traitements comme par la bouche. Ces traitements-là par la bouche qu'on dit qui ciblent le VEGF ou en fait là, les facteurs de croissance endothéliale vasculaire, ça devrait révolutionner le cancer, le traitement du cancer du rein. C'était autour des années 2006, 2005, 2006 que ça a commencé à sortir, des études qui montraient un bénéfice pour le cancer du rein. Puis ces inhibiteurs-là sont pas très, très, très ciblés sur un site thérapeutique. En fait, même si on dit qu'il inhibe principalement le VEGF, en fait, ils vont inhiber plusieurs autres choses qui ont un rôle à jouer là, dans le comportement du cancer du rein, en fait. Donc, ça peut être des cibles qui sont intéressantes d'avoir. Donc, ici, c'est un peu ce qui est imaginé. On voit dans le vaisseau sanguin qui peut être un vaisseau qui appartient au cancer, que le cancer utilise pour pouvoir se diviser, puis grandir, puis métastasier. Puis on voit que quand la pilule est prise par le patient, ça va dans le sang et puis ça va bloquer ces récepteurs-là là, ici qui sont énumérés. Et puis, plusieurs de ces molécules-là, en fait, là, sont principalement dirigées vers le VEGF, mais d'autres, comme par exemple le cabozantinib, ici, va contre le MET et AXL, et puis d'autres types thérapeutiques qui sont importantes dans le cancer du rein. Donc, la première grande façon de traiter ça, finalement, le cancer du rein, c'est des inhibiteurs de l'endothélial vasculaire, okay, du VEGF. L'autre grande façon de traiter ça, c'est l'immunothérapie. Puis ça, c'est arrivé un peu là, de façon subséquente. Là, vers les années 2015, ça a commencé à évoluer, puis ça évolue toujours. Finalement, ce qu'on veut faire avec l'immunothérapie, c'est qu'on veut apprendre au système immunitaire à reconnaître le cancer et puis de s'en débarrasser. Un peu là, comme il le fait pour un virus. Là. Plusieurs d'entre vous ont eu la varicelle quand vous étiez plus jeune, et puis ensuite de ça, on tombe pas malade de la varicelle là, par la suite quand d'autres enfants l'attrapent des années à suivre, parce qu'on a une mémoire immunitaire qui se rappelle de qu'est-ce que c'était. Ce qu'on essaie de faire, c'est de faire tomber les barrières qui empêchent cette reconnaissance-là de se faire entre le système immunitaire et le cancer, et puis ensuite de ça, permettre une réponse immunitaire qui risque de durer plus longtemps que si on prend des médicaments simplement pour tuer directement les cellules cancéreuses. Alors, on manipule un peu le système immunitaire. De deux façons. D'une façon, on peut appliquer les freins sur le cancer. De l'autre façon, on peut aussi peser sur l'accélérateur, c'est-à-dire empêcher le système immunitaire de diminuer son intensité une fois qu'il rencontre le cancer et de juste vraiment promouvoir là, un déchaînement complet là, du système immunitaire. Et puis ça, on voit ici l'interaction avec ces médicaments-là appelés atezolizumab, le nivolumab, l'ipilimumab. Donc ça, c'est toutes des immunothérapies en fait là, qui sont dirigées contre le cancer en tant que tel. Évidemment, c'est une figure de 2018 alors qu'il manque quand même des nouveaux acteurs, mais c'est quand même la même notion d'émetteur du PDL1 ou du PD1 puis du CTL4. OK? Et puis l'autre façon en fait de traiter ça, c'est d'interférer avec la nutrition de la cellule. Donc, c'est ce qu'on appelle les émetteurs du mTOR. Donc, on voit ici, là, on a une cellule et puis il y a ce récepteur-là et puis ça va mener à une cascade de molécules qui vont stimuler le noyau de la cellule pour qu'elle puisse proliférer et puis se diviser plus rapidement. Alors,
lorsqu'on inhibe en fait ce pathway cellulaire-là, en fait, là, excusez-moi l'anglicisme, ça peut, dans certains cas, là, aider le traitement du cancer du rein. C'est quand même pas la façon majeure de traiter le cancer du rein. Le cancer du rein n'est pas si sensible à ce type de stratégie, mais quand même. Donc, quand on parle des inhibiteurs là, du récepteur du VEGF, souvent, moi, ce que j'ai tendance à dire aux patients, c'est qu'il y a plusieurs effets secondaires, mais qui ne sont pas excessivement dangereux. Donc, c'est pas pour dire qu'il ne peut pas y avoir de complications importantes, mais c'est surtout ce qu'on retrouve, c'est un taux excessivement élevé de petites toxicités qui s'accumulent puis peuvent devenir vraiment significatives ou nuire à la qualité de vie des patients. Donc, par exemple, la diarrhée, pour dire quelque chose, des brûlements d'estomac, le syndrome où les mains et puis les pieds deviennent plus sensibles, l'hypertension artérielle, des ulcères buccaux, la sensibilité au niveau des gencives, des fois les gens ont perdre de goût, la misère à bien s'alimenter à cause de ça. Il peut y avoir aussi un changement de la voix, ce qui a une extinction en fin de journée ou une rosicité qui les empêche de bien communiquer. Il peut aussi y avoir une diminution de la guérison des plaies. Puis il peut y avoir vraiment une pléthore d'effets secondaires comme un peu plus biochimiques que l'oncologue généralement va tester avec des prises de sang puis des tests d'urine pour s'assurer que les organes internes, ils tolèrent bien ce médicament-là. Donc, c'est souvent des toxicités qui sont pas si difficiles que ça à prendre en charge dans la majorité des cas, mais qui sont chroniques. Donc, chaque jour, ils sont là. Puis, ça, c'est vraiment différent à l'immunothérapie. Donc, juste avant qu'on regarde l'immunothérapie, on voit ici, ça, c'est des thérapies les études, en fait, là, qui regardaient les thérapies qui ciblaient là, justement le VEGF, donc tous ces médicaments-là qu'on prend par la bouche. Puis, la chose que je voulais vous montrer, là, c'est qu'il y a plein d'études, donc, et puis, dans chacune de ces études-là, lorsqu'on a testé ces inhibiteurs-là, on arrive toujours à un intervalle sans progression de la maladie, c'est-à-dire un temps avant que le cancer progresse, depuis le moment qu'on commence à prendre le médicament, d'environ 9 mois, puis d'une survie d'environ 28 mois environ en général. Donc, c'est juste ça que je vais vous montrer dans cette diapositive-là. Pour comprendre pourquoi on fait que l'immunothérapie puis d'autres traitements sont survenus, parce qu'on veut faire mieux. Et puis, avec toutes les années, toutes ces études-là nous montrent constamment qu'en première ligne, si on fait ça, on a tout le temps ça. Si on prend ces inhibiteurs-là, on a passablement ces résultats-là tout le temps. Alors là, ce qui nous mène à l'immunothérapie, qui a un profil d'effets secondaires bien différent, ce qui nous permet de faire des combinaisons, si on va voir ça plus tard. Parce que si on a deux médicaments qui ont beaucoup d'effets secondaires qui se chevauchent, parfois les combiner, c'est difficile. Contrairement aux inhibiteurs du VEGF, l'immunothérapie est bien tolérée. Il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires. Il y a plus ce que j'appelle, moi, des complications. En fait, des fois, lorsqu'on manipule le système immunitaire, on le manipule tellement qu'il vient à se déchaîner et puis à commencer à réagir contre notre propre corps, contre notre propre cellule. L'un des effets secondaires les plus fréquents, par exemple, c'est ce qu'on appelle une colite. Donc, par exemple, vous avez peut-être entendu parler d'amis ou de personnes dans la famille qui ont une colite maladie de Crohn, une colite ulcéreuse, des choses comme ça. Des fois, l'immunothérapie peut promouvoir le système immunitaire de telle façon qu'elle commence à attaquer notre propre intestin. Et puis là, on va avoir des douleurs dans le ventre, des diarrhées, des choses comme ça. Pareillement, le système immunitaire pour attaquer n'importe quel des organes qu'on a. Okay? Donc, j'en ai listé plein. Souvent, on parle de la peau, on parle des organes endocriniens comme la thyroïde, le pancréas, l'hypophyse, on parle des poumons, on parle des articulations, des choses comme ça. Et puis, des complications qui sont plus rares, évidemment, au niveau du cerveau, au niveau cardiaque, des complications qui sont plus dramatiques, mais qui sont excessivement rares, fort heureusement. Alors, lorsqu'on reçoit ces traitements-là, par contre, qui sont par les veines à intervalles réguliers, comme par exemple aux 2 semaines, aux 4 semaines, aux 3 semaines, aux 6 semaines, dépendamment de l'agent qu'on utilise, souvent, il ne se passe rien. On a l'injection dans le bras, on se sent bien, on rentre à la maison, on est un peu fatigué, mais il n'y a pas d'effet secondaire typique de chimiothérapie ou des choses comme ça, des nausées, vomissements. Habituellement, c'est relativement bien toléré, ce qui fait en sorte qu'on peut les combiner assez bien avec les autres pilules qu'on a parlé plus tôt, qui inhibent le VEGF. OK? Et puis, ça ici, c'est une espèce de diapositive un peu sommaire là, qui a plusieurs visées.
D'une part, ça fait le sommaire des types de traitements, des grandes classes de traitements. On voit en rouge les inhibiteurs du mTOR, qui est en fait ceux qui interfèrent avec la nutrition de la cellule. En jaune, il y a les pilules qui inhibent le VEGF. Et puis, en bleu foncé, puis en bleu vert un peu plus clair, c'est l'immunothérapie. D'une part, le CTLA4, et puis d'autre part, les inhibiteurs du PD1 puis du PDL1. Okay? Puis on voit qu'en 2006 et 2017, il y a plusieurs traitements qui ont été développés. Plusieurs d'entre eux, c'était des pilules contre le VEGF. Puis à partir de 2017, vraiment, on a commencé à étudier de plus en plus les combinaisons. Donc, une des combinaisons les plus fameuses que vous avez possiblement entendu parler, c'est la combinaison de deux immunothérapies. Donc, l'une contre le CTLA4 comme l'ipilimumab, et puis avec un PD1, donc le nivolumab. Mais aussi, il a commencé à y avoir des combinaisons avec les pilules et puis les bloqueurs du PD1 puis du PDL1. Donc, ici, on a le pembrolizumab avec l'axitinib. Dans l'étude Keynote, il y avait l'avelumab avec axitinib, le atezolizumab avec le bevacizumab. Et puis là, ici, parce que la première ligne blanche, c'est quand l'article est paru en 2020. Et puis, en moins de temps qu'il en faut pour le dire, on est en début, en tout cas milieu 2021. Puis, il y a déjà d'autres études qui ont paru, notamment le Checkmate 9ER, donc qui étudiait le nivolumab, le cabozantinib. C'est maintenant rapporté, c'est une étude qui est positive. Le pembrolizumab avec le lenvatinib, donc qui est rapporté, qui est positif. Le lenvatinib et puis le levetiracetam qui est aussi rapporté, mais un petit peu plus là comme complexe à interpréter. Et puis là, il y a encore d'autres études là, qui sont en cours, qui vont se rapporter prochainement. On va y revenir plus tard. Donc, ce que je veux vous dire finalement par là, c'est qu'il y a plusieurs façons de traiter le cancer du rein. Et puis de plus en plus, la meilleure façon, c'est de faire des combinaisons. C'est là qu'on va avoir les meilleurs résultats. Et puis, toutes ces combinaisons-là qu'on voit ici, là, qui ont été étudiées récemment, là, entre 2017 et puis 2020, c'est des combinaisons qui ont tous été comparées au sunitinib comme ligne de traitement standard. C'est l'ancien standard qui, en fait, a été, là, comme premièrement rapporté là, en 2006. Alors, ça fait quand même, là, on était dû pour un changement en cancer du rein. Maintenant, il y a beaucoup de changements. Donc, c'est bien de cette perspective-là. C'est un bon problème à avoir. Donc, maintenant qu'on a finalement là, parlé un peu du cancer du rein, juste pour s'assurer qu'on a tous les mêmes bases, on va prolonger un petit peu plus dans les mises à jour du consensus. Donc, évidemment, toutes ces études-là qui ont paru dernièrement, ça a eu un impact au niveau des premières lignes qui sont recommandées. Donc, ce qu'on voit ici dans la deuxième colonne, c'est les lignes de thérapie à privilégier selon le consensus canadien. Et puis, vous voyez, là, c'est assez facile, c'est assez visuel. C'est tous des combinaisons. Soit de deux agents d'immunothérapie, soit d'un agent d'immunothérapie avec une pilule qui cible le VEGF. Mais ce sont tous des combinaisons. Les anciens standards, en fait, comme par exemple le sunitinib employé seul, le pazopanib seul, sont toujours des options. Par contre, ce ne sont pas les options préférées. Ici, on voit l'axitinib avec l'avelumab. C'est une combinaison qui a démontré une certaine efficacité. Par contre, contrairement à ces combinaisons-là, on n'a pas vu d'augmentation de la survie globale. Alors, c'est pour ça qui a été placé dans d'autres options. Puis moi, j'ai mis un petit trait rouge parce que je vois pas pourquoi qu'on ferait ça si il y a d'autres traitements qui ont montré une augmentation de survie. Okay? La surveillance active, vous vous rappelez, lorsqu'on a jasé plutôt là, du spectre du cancer du rein, donc les maladies moins agressives versus plus agressives, eh bien, c'est là que ça entre en ligne de jeu. Parfois, il y a des patients, j'ai encore des patients dans ma pratique que j'observe depuis des années que je n'ai pas encore commencé le traitement. Je sais qu'ils ont des métastases, mais leur système immunitaire, pour une raison ou une autre, les tient en échec ou la biologie du cancer fait en sorte qu'elle ne progresse pas rapidement. Alors, je n'institue pas de traitement puisque je juge que les bénéfices sont maigres, puis les risques sont élevés puisque le cancer ne cause pas de problème. Là, vous voyez qu'il y a deux lignes ici à ce tableau-là. Et puis, c'est parce qu'on divise les patients en risque faible. Donc, selon les critères, le score d'IMDC qu'on a parlé plus tôt.
versus risque intermédiaire et élevé. C'est des gens qui ont une maladie un petit peu plus agressive, si on veut. Puis on voit que les options changent. En fait, il y a une option qui est différente, c'est le duo d'immunothérapie composé d'ipilimumab et puis nivolumab. Dans l'étude, a été spécialement étudié pour ce type de patients-là. Il y avait quand même des gens qui ont été inclus avec une maladie à risque favorable dans cette étude-là, mais ce n'était pas l'objectif premier de l'étude. Et puis, par souci de ne pas aller là, outre l'objectif de l'étude, généralement, on va contenir la prescription de duo d'immunothérapie aux patients avec un risque intermédiaire et élevé. Par contre, les autres études là, qui ont utilisé une combinaison d'un PD1 avec d'inhibiteurs de PD1 avec les inhibiteurs du VEGF, eux ont inclus de façon d'entrée de jeu tous les gens qui se présentaient avec un cancer métastatique. Donc, à la fois les gens avec un risque favorable, intermédiaire ou élevé, puis ils n'ont pas fait de distinction. Donc, l'objectif premier, c'était d'augmenter, d'améliorer la survie pour tout le monde. Alors, c'est pour ça qu'ici, on voit que c'est devenu des options thérapeutiques pour à la fois les gens avec un risque faible et puis les gens avec un risque intermédiaire et élevé. OK? Encore là, on voit qu'il y a d'autres options qui sont possibles, même si les patients ont une maladie plus agressive. Il y a encore le sunitinib, le pazopanib comme agent seul. Il y a le cabozantinib, que j'ai mis un trait fin aussi parce que ça a été démontré plus efficace que le sunitinib, mais dans une petite étude. Puis au Canada, ça n'a pas été suffisant pour changer le standard de pratique du point de vue canadien, du moins. Alors, c'est pas quelque chose généralement qu'on a accès ou qu'on recommande, surtout pas lorsqu'on a accès à des combinaisons, en fait. Encore une fois, l'axitinib et puis l'avelumab, j'ai mis un trait ici, parce que pour les mêmes raisons, ça n'alimente pas la survie, alors j'ai un peu tendance à décourager cette combinaison-là. La surveillance active, donc c'est encore une possibilité, mais c'est beaucoup plus rare dans ce sous-groupe de patients-là qui ont tendance à avoir une maladie plus active. Okay? Donc, c'est un peu le sommaire de la première ligne. Vous savez qu'il y a déjà pas mal de choses à prendre en ligne de compte, puis ça se complique davantage puisque des traitements qui sont approuvés par Santé Canada, certains traitements qui ne le sont pas, qui vont l'être dans le futur, mais qui ne le sont pas pour le moment. Puis une fois que c'est approuvé par Santé Canada, parfois, il y a des traitements pour lesquels on n'a pas de financement public, en fait. Donc, à moins d'avoir des assurances privées, on ne peut pas l'obtenir. Donc, par exemple, en ce moment, vraiment, ce qui se passe, c'est que dans la première ligne, OK, on a vraiment à choisir entre la combinaison du pembrolizumab et l'axitinib, et puis la combinaison d'ipilimumab avec le nivolumab, donc l'immunothérapie double. Si on a un patient à faible risque, vraiment, c'est juste le pembrolizumab et l'axitinib. Alors que lorsqu'on a un risque intermédiaire et élevé, on a la combinaison d'immunothérapie plus celle d'immunothérapie avec la pilule. Puis encore une fois, là, pour des gens qui, certaines raisons, on peut y aller avec des traitements là, employés seuls. Alors, comment on choisit? C'est la grosse question. Et puis, dans bien des cas, les patients, en fait, sont vraiment comme assis au cœur de cette décision-là. Puis, moi, personnellement, j'ai tendance à les impliquer pour savoir qu'est-ce qui est important pour eux. En fait, de mon point de vue à moi, je vais essayer d'orienter le patient vers ce que je pense est le meilleur traitement pour eux, en pensant, par exemple, au profil de toxicité, en pensant à l'efficacité, la durée de réponse. Donc, il y a des traitements qui vont faire, si on a une réponse, ils vont durer plus longtemps, habituellement. D'intervalle sans traitement. Donc, il y a certains traitements qu'il faut prendre une pilule chaque jour, comme la combinaison d'une immunothérapie avec une pilule, mais la pilule, elle se prend tous les jours. Alors que l'immunothérapie, parfois le duo d'immunothérapie, parfois on doit arrêter, par exemple, le traitement, puis il peut s'écouler beaucoup de temps avant qu'il y ait une progression du cancer, puisque la manipulation du système immunitaire continue de contrôler le cancer. Alors, des fois, ça devient un objectif qui est important ou intéressant du point de vue patient. La trajectoire du cancer, lorsqu'on a un cancer très agressif versus moins agressif, des fois, ça fait une différence. Le risque de progression, c'est-à-dire comme si on n'a pas de réponse, qu'est-ce qui va se passer à mon patient? Est-ce que je vais avoir la chance d'utiliser une deuxième ligne pour mon patient ou si j'ai des inquiétudes trop élevées, par exemple, que
si j'ai pas une réponse d'entrée de jeu, on risque de pas être en bon état de santé suffisamment pour avoir une deuxième ligne de traitement. L'accès, comme on disait avant, est-ce que ce médicament est disponible au Canada? Est-ce qu'on a du financement pour ça? Puis comment, en fait, ça va modifier la séquence de traitement par la suite? Donc, lorsqu'on change la première ligne, ça a des impacts importants sur la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième ligne. Puis souvent, d'un point de vue médical, parce qu'on ne veut pas faire une succession de traitements similaires ou trop similaires, mais aussi au point de vue du financement. Alors, c'est pas dit que les provinces vont rembourser ces traitements-là s'ils n'ont pas été démontrés efficaces après une nouvelle première ligne. Alors, c'est toujours un peu là, difficile de négocier ces virages-là. Puis, comme mon colloque, on garde ça en tête, en fait, pour avoir des options dans notre poche arrière là, pour le plus longtemps possible pour nos patients. Du côté des patients aussi, il y a plusieurs choses qui diffèrent, comme par exemple, il y a des préférences. Donc, il y a des gens qui voudraient éviter des pilules à tout prix. Il y a des gens qui veulent éviter des intraveineuses à tout prix. Il y a des gens qui ne veulent pas voyager à de très longues distances. Il y a des gens qui ont des préférences parce qu'ils connaissent d'autres personnes qui sont faites une opinion d'entrée de jeu. Donc là, la convenience, c'est un peu ce que je veux dire aussi, c'est qu'il faut venir au centre de cancérologie pour recevoir un traitement, ou si on peut recevoir complètement là, comme à la maison comme des pilules. Les comorbidités. Comorbidités, ça veut dire avoir des problèmes de santé, par exemple. Il y a des gens qui vont se présenter avec des problèmes de cœur ou, par exemple, des problèmes auto-immuns d'entrée de jeu. Donc, par exemple, un patient qui se présente à moi avec une maladie de Crohn qui est très active, pour laquelle ils prennent des immunosuppresseurs, mais généralement, je ne vais pas lui donner un traitement qui déchaîne le système immunitaire parce que j'ai peur que leur colite leur maladie intestinale va vraiment comme s'enflammer. Alors là, il y a toujours quand même là, des nuances là, entre les patients, mais c'est un peu ce que je veux dire par comorbidité ici. Puis les contre-indications, comme que je viens de mentionner. OK? Donc, ça fait déjà pas mal d'informations. J'essaie, évidemment, je ne vous vois pas là, si jamais Mona, là, vous voyez qu'il y a des questions ou de la confusion, je serais content d'arrêter pour répondre à des questions. Sinon, on va procéder avec les deuxièmes lignes et les lignes subséquentes de traitement. Est-ce que lorsqu'on embarque sur un essai clinique, est-ce que ça compte comme une première ligne de traitement? Si oui, quel est l'avantage de participer? Oui, en fait, c'est une bonne question. Ça dépend de où est-ce qu'on en est, là. C'est des traitements de première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne. Si c'est un nouveau traitement complètement ou c'est un traitement qui, par exemple, chevauche d'autres lignes. Médicalement, par exemple, si on a deux traitements qui se chevauchent là, réellement et puis qu'on l'utilise en première ligne, donc l'ancienne première ligne ne peut ne pas faire beaucoup de sens là, en termes de nouvelle deuxième ligne. Si par contre les mécanismes d'action sont très différents, alors à ce moment-là, ça vaut la peine de recommencer là, en deuxième ligne avec les options de première ligne précédentes. Comme par exemple, lorsqu'on on est traité avec le nivolumab et puis l'ipilimumab. Donc là, la deuxième ligne actuellement, c'est du sunitinib, qui était l'ancienne première ligne. Donc à ce moment-là, les mécanismes d'action sont complètement différents. Par contre, si j'ai un patient que je traite avec du pembrolizumab puis l'axitinib, ensuite de ça, de faire un traitement avec le sunitinib, en termes de mécanisme d'action, il y a beaucoup de chevauchement entre l'axitinib et puis le sunitinib. Alors, des fois, ça peut arriver que ce ne soit pas nécessairement comme la première ligne idéale. Et puis, aller directement à une autre ligne de thérapie comme le cabozantinib, qui souvent a plus d'activité, donc fait plus de sens là, mécanistiquement parlant. Au niveau des agences là, de remboursement, là, ça peut être perçu aussi là, différemment. Donc, par exemple, en cancer du rein, souvent les deuxièmes lignes étaient approuvées en termes de progression après un inhibiteur de tyrosine kinase. Et puis là, si ça fait partie du traitement expérimental, ben, ça peut faire en sorte que ça modifie le flow des choses hein, également. L'avantage de participer dans des essais cliniques, c'est que généralement, lorsqu'on fait un essai clinique, c'est parce qu'il y a l'équipoise. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a une question clinique qui n'est pas répondue correctement. Et puis qu'on
on veut lui répondre. Puis la raison pour laquelle on veut lui répondre, c'est qu'on pense qu'il y a un avantage pour le patient. Donc, si on ne ferait pas une étude clinique, par exemple, où on est convaincu que le nouveau traitement est inférieur au traitement actuel. Donc, il n'y aurait aucune raison de faire ça. Donc, il est possiblement qu'on n'ouvrirait pas ces études cliniques-là, même s'il était proposé. Et puis, donc, si on fait l'étude clinique, c'est qu'on a une chance d'être randomisé sur ce nouveau traitement expérimental-là, qu'on pense soit une activité augmentée ou une tolérance qui est meilleure. Évidemment, ça demeure à prouver, mais en participant à l'étude clinique, c'est possible qu'on ajoute un traitement qu'on n'aurait pas eu avant. Ce qu'il faut penser aussi, c'est qu'il y a tout le séquençage de traitement, mais aussi, il y a la capacité à recevoir un traitement subséquent lorsque le premier traitement qu'on reçoit n'est pas efficace. Donc, en cancer du rein, ce qu'on perçoit dans notre population, c'est qu'il y a la moitié des patients qui ne reçoivent pas de deuxième ligne, la moitié qui ne reçoivent pas de troisième ligne, la moitié qui ne reçoivent pas de quatrième ligne. Et donc là, ça diminue de 50% tout le temps. Parce que les gens ont possiblement progressé, puis n'étaient plus capables de recevoir une ligne subséquente. Donc, des fois, d'avoir accès à un traitement supérieur, avant même qu'il soit comme disponible, ça peut faire en sorte qu'on vive plus longtemps, même si les lignes subséquentes ne sont pas nécessairement bien définies après ça. Alors, c'est une réponse assez complexe, puis il y a vraiment comme 1 million de situations différentes et possibles. Puis encore là, il y a beaucoup de facteurs à prendre en ligne de compte. Si biologiquement ça fait du sens, médicalement ça fait du sens, si financièrement ça fait du sens. Alors, il y a beaucoup de choses à considérer. OK? Donc, ça peut être considéré comme une ligne de thérapie ou non. Généralement, quand on fait des essais cliniques, plus tard dans la maladie, c'est souvent moins un problème puisque vraiment l'équipoise, c'est qu'il n'y a pas d'autres traitements, puis on essaie de trouver comme des nouveaux traitements qui font une différence. En première ligne, par contre, ce qui l'intéresse, c'est que ça peut vraiment faire une grosse différence. Comme par exemple, ça a été le cas quand l'Ipilimumab et puis le Nivolumab ont été approuvés, ou quand ces combinaisons d'immunothérapie avec anti-VEGF ont été approuvées. Donc, ceux qui ont été randomisés à ce côté-là des études ont bénéficié par rapport à ceux qui ont été randomisés au traitement qui était le traitement standard à l'époque. OK? Donc, je ne sais pas si ça fait le tour un petit peu de la question. C'est quand même une question à plusieurs volets, là, et puis qui change d'un site tumoral à l'autre, puis d'une promesse à l'autre, puis en fonction de quelle ligne de thérapie on étudie, puis qu'est-ce que la ligne de thérapie expérimentale constitue en soi en termes de mécanismes d'action, etc. Merci, Dr. Bossé, c'était très complet. Mais on va continuer avec la présentation, puis on va continuer avec les questions après. Ça va? Donc, alors là, on arrive aux deuxième ligne. Alors, la deuxième ligne, c'est un peu plus complexe comme tableau ici parce que les choses commencent à moins se définir là, généralement. Et donc là, on voit les options. En fait, la première ligne, c'est si on a progressé sur une pilule qui cible le VEGF là, comme thérapie seule. À ce moment-là, on peut soit aller de l'avant avec le nivolumab ou avec le cabozantinib. Mais on peut aussi prendre d'autres molécules comme l'axitinib. L'éverolamus, c'est possiblement une option qui est relativement inférieure aux autres qui sont listés là. Et puis le lenvatinib et puis l'éverolamus, dans cette situation-là, c'est possible aux États-Unis, mais pas nécessairement là, comme au Canada, puisque ça a été basé sur une petite étude clinique qui n'a pas fait qui n'a pas rencontré le seuil requis là, pour les autorités canadiennes, donc la population canadienne. Et puis, pour ceux qui ont progressé, en fait, sur sur le duo d'immunothérapie, comme par exemple l'ipilimumab et puis le nivolumab. Donc là, les options sont l'axitinib, le cabozantinib, le lenvatinib avec l'éverolamus encore, le pazopanib et puis le sunitinib. Ici, à tout le moins, en Ontario, ce qu'on nous demande de faire, c'est d'utiliser l'ancien standard de pratique de première ligne, donc qui était le sunitinib ou le pazopanib, à la suite du duo d'immunothérapie. Ensuite de ça, on peut aller au cabozantinib. Okay? Ça peut varier là, si vous êtes au Québec ou dans les Maritimes ou ailleurs. Il y a des nuances là, au point de vue provincial.
Ici, si on a progressé sur une des combinaisons d'injection d'immunothérapie avec la pilule qui cible le VEGF, à ce moment-là, les options aussi en Ontario qu'on a, surtout c'est le cabozantinib, mais il y a d'autres options possibles comme l'axitinib. Souvent moins intéressant puisque plusieurs de ces combinaisons-là ont utilisé de l'axitinib, mais les deux nouvelles combinaisons dont on a parlé ici, qui utilisaient le lenvatinib et puis le cabozantinib, donc ce serait possible. Et puis encore là, le lenvatinib avec l'éveronimus et puis le pazotinib, le pazopanib puis le sunitinib. C'est tout des énoncés, c'est tout listé dans les énoncés comme des alternatives possibles. Est-ce qu'ils font tous du sens? Possiblement plus ou moins. Comme par exemple, lorsqu'on dit, si on est sur un axitinib, on ne voudrait pas faire l'axitinib après. Et puis, il y a possiblement beaucoup de chevauchements de l'axitinib, encore une fois, puis le pazopanib, puis le sunitinib. Alors, c'est potentiellement pas les meilleures lignes de thérapie à séquencer ensemble. Versus le cabozantinib a des cibles thérapeutiques un peu plus élaborées. Puis, on s'attend à une réponse un peu plus robuste après avoir progressé sur l'axitinib, par exemple. Encore là, il y a pas même d'accès ici au Canada pour la combinaison de lenvatinib puis l'éveronimus, mais c'est une combinaison qui fonctionne très, très bien, puis qui aurait une belle variété de mécanismes d'action après avoir progressé sur l'axitinib, le cabozantinib ou d'autres. Donc, en fonction de quel duo est utilisé, le meilleur traitement ici va fonctionner. Le meilleur traitement ici va varier, je veux dire. OK? Encore une fois, participer aux études cliniques, c'est une bonne chose. Il faut se rendre compte aussi qu'il n'y a pas beaucoup de données randomisées de phase 3, où il n'y en a pratiquement pas. En fait, après avoir progressé sur ces nouvelles lignes de traitement là, en première intention. Alors, parce qu'on a changé de première intention, on devient un peu, on rencontre un peu là, un vide d'évidence après avoir progressé. Okay? Mais on ne peut pas constamment refaire les études cliniques après qu'on a changé de première ligne de thérapie parce que il y a un coût qui est trop élevé, non seulement financier, mais aussi au niveau des patients. Il faut qu'il y ait une bonne raison de faire l'étude. Puis, il y a un coût aussi qui est temporel, je dirais. Si on arrête de traiter les patients après une première ligne, par le temps qu'on développe des évidences suffisantes, ça veut dire qu'il y a plusieurs patients qui n'ont pas accès aux deuxièmes lignes habituelles. Alors, dans ces cas-là, on négocie avec les provinces pour avoir accès à des traitements, aux traitements usuels, malgré qu'il n'y a pas d'évidence aussi robuste que, étant donné qu'on a changé le traitement précédent, la première ligne. Okay? Donc, ici, c'est une étude qui a été publiée là, qui utilise encore la banque de données, le IMDC. Et puis ici, c'est Donnie Heng que vous avez vu avant, de l'Université de l'Alberta à Calgary. Et puis ici, c'est Dr. Graham, en fait, là, qui travaille à Winnipeg. Donc, qui ont fait une étude un peu qui regardait c'était comment les patients là, séquençaient le traitement à travers la banque de données. Donc, ils collectent des données de 2010 à maintenant. Donc, il y a plusieurs patients qui ont commencé avec sunitinib comme premier agent. Puis ensuite de ça, ils ont reçu 2 à 5 lignes de thérapie différentes. Puis ce qu'on voit, en fait, c'est que c'est pas tout le monde qui est pareil. En fait, il y a des grandes lignes qu'on peut voir où la majorité des patients se drainent. Par contre, on peut voir qu'il y a plusieurs scénarios individuels qui, selon la disponibilité des médicaments, selon les préférences du patient, et puis du médecin, selon les contre-indications, les comorbidités, et puis tout, font en sorte qu'il y a vraiment plusieurs trajectoires différentes qui sont prises. Donc, c'est pas toujours possible de se comparer avec un autre patient, étant donné qu'il y a plusieurs choses qui sont prises en ligne de compte là, par l'oncologue puis le patient lorsqu'on a ces discussions-là. Okay? Donc, je sais que c'est un peu trop petit pour lire. Là. Je pense que le point de vue, c'est pas vraiment de lire ce que sur la slide, mais plus de réaliser qu'il y a plusieurs trajectoires différentes et puis de séquençage de médicaments différents. Puis plus qu'on a de lignes de thérapie ou de régimes qui sont approuvés, plus qu'il va y avoir de différences entre la trajectoire des patients puis le séquençage des traitements. Okay? Donc, encore une fois, pour revenir au consensus, là, je sais que j'ai tendance à parler pas mal et il reste comme pas beaucoup de temps, je vais juste accélérer. Donc, le traitement du cancer
du rein avec composante sarcomateux. Donc, peu importe c'est quelle histologie qu'on a, cellules claires, non cellules claires, il peut toujours y avoir une variation dans ces cellules-là qu'on appelle sarcomatoïdes ou des fois rhabdoïdes. Donc, c'est deux éléments qu'on peut retrouver. Puis, ces patients-là, qui ont une composante sarcomatoïde, historiquement, avaient de la misère à développer une bonne réponse aux pilules qui ciblent le VEGF. Puis, lorsque l'immunothérapie est arrivée, on s'est rendu compte qu'au contraire, ces patients-là faisaient beaucoup mieux avec l'immunothérapie. Donc, notamment avec le duo d'immunothérapie, où on voit vraiment un taux de réponse complète, c'est-à-dire que quand le cancer disparaît au complet, on fait des scans et on ne voit plus rien, beaucoup plus élevé qu'avec le traitement standard du sunitinib. Là, on parle de 18% versus 0. Alors, ça fait quand même une grosse différence. Et puis, ces gens-là, un très bon taux de réponse, une bonne durée de réponse, et puis tout ça. Avant, c'était une mauvaise chose. Maintenant, ça peut prédire, en fait, le bénéfice à l'immunothérapie. Encore là, on ne peut pas prendre ça comme une garantie. C'est possible qu'on ait une différenciation sarcomatoïde. Au final, on fait le duo d'immunothérapie ou un traitement, tout le moins, qui a de l'immunothérapie, puis qu'on n'en tire pas les bénéfices escomptés. OK? Mais en général, ça met les chances de notre côté. Lorsqu'on reçoit l'immunothérapie, d'avoir une bonne réponse. OK? Donc, ça a été placé dans le consensus. Et puis ici, un autre point de vue qui a été placé dans le consensus, c'est au niveau du carcinome rénal papillaire. Il y a une étude de phase 2, en fait, qui s'appelait PAPMET, okay, qui ont randomisé les patients à recevoir du cabozantinib ou du sunitinib ou du crizotinib ou du savolitinib. Et puis, ce qui se passe là-dedans, c'est que c'est des carcinomes rénal papillaires et puis certains d'entre eux ont une expression augmentée de MET, qui est un gène, si on veut, qu'on peut cibler avec ces médicaments-là, qui visent à la fois le VEGF, mais aussi, dans certains cas, et ou le MET. Et puis, deux de ces bras-là expérimentaux-là, malheureusement, ont échoué. Donc, ils ont été arrêtés de façon précoce parce qu'ils étaient futiles. Par contre, le cabozantinib a démontré une plus grande activité que le sunitinib, qui était le traitement standard. Alors, dans ce cas-là, avoir été randomisé au cabozantinib, ça a eu du bon pour les patients. Donc, le taux de réponse était beaucoup plus élevé, là, comme 5 fois plus élevé, puis la durée sans progression de la maladie était aussi plus longue. Également, au niveau de la thérapie périopératoire, c'est-à-dire comme par exemple, il y a eu certaines études qui sont intéressées à prendre une pilule qui cible le VEGF pour une durée le XYZ, comme 1 an à 3 ans, après avoir une résection du cancer du rein. La majorité de ces études-là sont négatives. Il y a une étude avec le sunitinib qui avait quand même démontré un avantage de survie sans maladie, pas de survie sans maladie, sans progression, sans récurrence, si je peux dire. Et puis, bien que ce n'était pas recommandé avant, on laissait quand même une porte ouverte. Maintenant, cette porte-là a été fermée. Ce qu'on dit, c'est qu'au Canada, on ne voit pas l'intérêt de soumettre les patients au risque de prendre cette pilule-là pour une durée d'1 an pour les bénéfices qui ont été démontrés dans ces études-là. Alors, c'est quelque chose qu'on ne recommande pas, même si on pouvait se le procurer par entremise privée, de fonds privés. C'est pas payé généralement ou remboursé par les programmes provinciaux. Par contre, tout n'est pas perdu. Alors là, l'ASCOS, qui est l'association américaine d'oncologie médicale, va avoir son congrès annuel en fin de semaine. Et puis, on s'attend à avoir des données pour la thérapie adjuvante avec le pembrolizumab, qui est une immunothérapie. Puis, on sait déjà avec les nouvelles de presse de la compagnie Merck qu'il y a un avantage de diminuer les risques de récurrence. Alors là, je pense que c'est trop tôt pour savoir s'il y a un avantage de survie, ce qui est vraiment ce qu'on veut voir pour une étude adjuvante. Mais à tout le moins, c'est un bon signal. Donc, on verra ce qu'il nous présente là, à l'ASCO. C'est juste en fin de semaine. Alors, restez sur Twitter puis sur les réseaux sociaux, puis vous allez probablement être capable de voir les résultats de ça. Finalement, on a adressé un peu la néphrectomie cytoréductive dans l'énoncé. Donc, ça, c'est ce que c'est que finalement, c'est que malgré une maladie métastatique, on peut décider d'enlever le cancer, le rein en tant que tel. Souvent, c'est une grosse masse. Et puis, on décide de l'enlever pour diminuer le fardeau tumoral. Et puis, avant, c'était standard de faire ça. Maintenant que les thérapies sont plus efficaces, on a des études qui nous
qui nous proposent que ce n'est pas la bonne façon de faire. C'est mieux de commencer les traitements. Et puis souvent, quand les traitements sont plus efficaces, à ce moment-là, on peut retomber dans une situation où on se questionne si on pourrait enlever le rein a posteriori. C'est-à-dire qu'on commence avec les traitements systémiques, puis si on a une réponse qui est vraiment profonde et puis qui est le seul endroit ou l'un des seuls endroits où on voit du cancer résiduel au niveau des CT scans, c'est le rein, on peut faire appel à un neuro-oncologue pour essayer d'enlever le rein et puis rendre le patient, ce qu'on dit, sans évidence de maladie là, active au niveau du CT scan. Et puis, donc, c'est quelque chose qui est possible de faire. Mais d'entrée de jeu, habituellement, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Puis, c'est une question qu'il faut bien éplucher là, avec son oncologue, puis les chirurgiens oncologues aussi pour savoir si c'est possible là, que vous bénéficiez de ça ou non. OK? Et puis, dernièrement ou finalement, ce que le futur nous réserve, en fait, là, vous reconnaissez la slide, la diapositive que j'ai présentée avant. Donc, ici, on voit que ce traitement-là, le nivolumab, le cabozantinib et puis le pembrolizumab et le lenvatinib, c'est des études qui sont rapportées. Maintenant, on sait que ça augmente la survie globale des patients, mais on n'a pas encore l'accès au Canada. Alors, c'est quelque chose qui va venir dans le futur. Au point de vue de recherche, là, on a les triplés là, maintenant, où est-ce qu'on regarde la combinaison d'immunothérapie du nivolumab avec l'ipilimumab. Et à ça, on ajoute une pilule qui cible le VEGF, donc le cabozantinib. Il y a donc 2 études qui regardent ça en ce moment. Et puis, la première étude, à tout le moins, le Cosmic 313, a terminé l'enrôlement des patients. Alors, dans le futur, plus ou moins rapprochons, on saura si c'est une étude qui est positive ou négative. Puis également, il y a d'autres molécules qui sont à l'étude. Donc, par exemple, ici, on voit le NKTR 214, qui est une sorte d'interleukine, si on veut, en combinaison avec le nivolumab, qui est à l'étude, donc l'étude pivot 09. On a aussi développé des inhibiteurs du IF-alpha. Donc, souvent, là, dans la maladie, c'est un gène là, qui est incriminé très tôt dans le développement de la maladie. Et puis, le fait qu'on puisse aller là, cibler ça semble avoir des bénéfices. Donc, sur les études préliminaires, maintenant, il y a une grosse étude là, qui est en cours là, contre les vérolimus pour savoir si ça améliore les choses versus non. Puis il y a aussi certaines études plus petites qui sont en cours où ce qui combinent les inhibiteurs du IF-alpha avec d'autres médicaments qu'on a actuellement, comme le lenvatinib puis le cabozantinib, qui sont 2 pilules qui ciblent encore là le VEGF, les récepteurs du VEGF. Sinon, il y a une étude du cabozantinib, donc encore une fois une pilule qui cible le VEGF avec le atezolizumab, qui est un inhibiteur du PDL1, donc une immunothérapie, pour les gens qui ont progressé sous immunothérapie. Parce que c'est une des bonnes questions qu'on a actuellement. Lorsqu'on progresse avec un médicament qui contient de l'immunothérapie, qu'est-ce qu'on fait? Alors, cette étude-là vise un peu à répondre à cette question-là. Puis sinon, juste un petit rappel ici, c'est l'étude Keynote 564 qui va être rapportée en fin de semaine à l'ASCO. Alors, c'est dans la situation néo-adjuvante, dis-je bien, mais quand même, c'est une des avancées qui risque d'être importante parce qu'au final, peut-être dans une année, on saura si ça augmente les chances de cure. Et puis, c'est vraiment là où on a une bonne chance de faire une différence là, pour les patients. Alors, juste des remerciements avant de conclure là, la présentation. Donc, le Dr. Canel ici à Ottawa, donc elle a présenté déjà des slides, des diapositives en anglais. Et puis, je me suis assuré qu'on avait le même contenu à tout le moins, sinon plus, du côté francophone. Et puis, également, là, Mona et puis Christine, qui sont des avocats de la santé là, hors pair au niveau de l'organisation et puis qui vraiment facilite, qui donne une voix aux patients à cancer du rein. Donc, ils sont d'une importance capitale pour nous, la communauté scientifique et médicale, mais aussi pour vous, les patients. Alors, je voulais juste profiter de cette tribune-là pour les remercier. Puis aussi les remercier de m'avoir invité ce soir, même si j'ai parlé trop longtemps. C'était parfait, Dr. Bossé, des explications vraiment très détaillées. Moi, j'ai beaucoup appris ce soir et je suis sûre que tous les patients qui sont là, qui assistent, ont beaucoup appris aussi. Si on pourrait juste prendre une question avant de se quitter. Selon vous, quelles sont les raisons du cancer du rein? La génétique, la nutrition, l'environnement, autres raisons
comme membre de la famille d'un proche décédé, la prévention et le dépistage précoce deviennent importantes. Ouais. Donc, c'est un peu une question qui est intéressante et décevante en même temps, dans ce sens que ce serait le fun de pouvoir mettre le doigt sur le bobo avant qu'il devienne vraiment comme un cancer incurable. Et puis, il faut être capable de tracer les origines du cancer pour pouvoir prévenir, évidemment. Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'avancées de ce côté-là. Moi, ce que je dis à mes patients, c'est que oui, il y a des facteurs de risque. Ces facteurs de risque-là pour développer le cancer du rein sont quand même modestes. Alors, je m'assure que mes patients ne sont pas coupables d'avoir eu un peu d'embonpoint ou d'avoir eu fumé un peu ou des choses comme ça. Parce que je ne pense pas que c'est des facteurs qui sont si dramatiques là, dans la survenue du cancer du rein. Il y a certaines situations où les cancers du rein se manifestent de façon là, comme un peu inhabituelle, c'est-à-dire qu'on peut avoir des cancers, des masses dans les deux reins ou plusieurs masses dans le même rein ou à répétition. Ou qu'il y a une histoire familiale très forte, par exemple, où par exemple, il peut y avoir un syndrome de VHL, là, VHL, là, qui est connu dans la famille. Ça, c'est des cas qui sont un peu plus susceptibles d'être familiales. Et puis, dans ces consensus-là, justement, on recommande le test génétique pour ces patients-là, mais aussi les patients avec des histologies plus rares, comme non à cellule claire, pour vraiment être capable de dépister ça. Par contre, en termes de dépistage, non pas génétique, mais de savoir si votre voisine, par exemple, a un cancer du rein, comme on fait, comme à 50 ans, on peut faire des mammogrammes pour le cancer du sein, on peut faire des sigmoïdoscopies ou des tests du sang dans les selles pour le cancer du côlon, des choses comme ça. Pour le cancer du rein, il n'y a rien de vraiment comme d'efficace ou de démontrer là, comme très bon. Il y a eu des études qui ont été faites sur, par exemple, l'analyse urinaire, parce qu'une des façons là, que le cancer du rein se présente parfois, c'est en ayant du sang dans l'urine. Donc, les gens vont à la toilette, ils voient que l'urine est teintée rouge, et puis ils vont voir pour avoir de l'aide, et puis on fait un CT scan, puis on voit qu'il y a une masse rénale. Mais si on fait des tests dans l'urine de tout le monde, on n'arrive pas à bien détecter. Mais quand on fait ces tests-là, il faut qu'il y ait un taux de succès qui soit relativement bon. Sinon, on va se retrouver dans une situation où on va faire des scans à une trop grande proportion de la population avec des possibles effets néfastes sans nécessairement qu'il y ait de cancer du rein. Alors, pour l'instant, on n'a pas de test de dépistage là, qui ait justement une bonne sensibilité et puis une bonne spécificité, c'est-à-dire qu'ils sont capables de détecter un cancer du rein lorsqu'il y en a un. Parce que si une analyse d'urine qui est négative, est-ce que ça veut vraiment dire qu'il n'y a pas de cancer? Donc, la réponse est non. Et puis, si qu'il soit spécifique, c'est-à-dire que lorsqu'il y a du sang dans les selles, du sang dans l'urine, je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment un cancer du rein? Pour l'instant, l'analyse d'urine n'a pas été efficace. Il y a des études en cours qui sont très, très, très de haute voltige, mais excitantes de façon scientifique parce qu'ils vont regarder, par exemple, des tests sanguins pour voir s'il y a des cellules en circulation qui appartiennent à un cancer du rein. Par exemple, on pourrait faire un dépistage comme avec une prise de sang. Puis si on isole un certain type de cellules, on va suspecter qu'il y a un cancer du côlon, du sein ou un cancer du rein là, chez l'individu. Puis possiblement, ça pourrait nous aider à trouver des cancers tôt. C'est quand même de la haute voltige scientifique et puis on n'est pas prêt encore à intégrer ces tests de dépistage-là en clinique. Ils sont encore au stade de validation, savoir si on est capable de vraiment tout détecter, bien détecter, puis s'assurer qu'on ne fait pas de faux diagnostics puis de trop de diagnostics. Parce qu'à un moment donné, c'est aussi traumatisant. Ça fait un trauma psychologique à se faire dire quand vous avez un cancer X, Y, Z, puis finalement, on n'en a pas. Tu sais, lorsqu'on fait un test de dépistage qui est positif, ça donne beaucoup d'anxiété, sans nécessairement que ça se traduise, ça se concrétise dans quelque chose qui est vraiment positif. Alors, il faut éviter ça à tout prix. Donc, on travaille sur ces tests-là pour que ça soit des bons tests qui servent bien la population, qui soient comme coût-effectifs, puis qui vont répondre à la question du dépistage au niveau populationnel. Côté génétique, c'est un peu plus différent, là, comme j'ai adressé initialement. Il y a un patient qui demande que les dernières études que vous avez montrées, les trithérapies, est-ce qu'ils sont accessibles en 3e et 4e ligne de traitement?
Non, souvent, lorsqu'ils font des études cliniques, c'est des protocoles qui sont excessivement rigides, qui visent à avoir, comme par exemple, une population de patients qui est très homogène. Et puis, lorsqu'il y a une étude clinique, le plus souvent de cette envergure-là, qui va être là, comme en cours, ils vont sélectionner une ligne particulière de patients. Et puis, des fois, ça peut être un peu plus inclusif, mais en première ligne de cancer rénal, souvent, là, on ne va pas inclure des deuxièmes et des troisièmes lignes. Quand on fait des études un peu plus là, de deuxième, troisième, quatrième ligne, des fois, ils vont dire n'importe qui a progressé sur au moins 2 traitements, des choses comme ça. Mais en première ligne, ils sont souvent là, très, très stricts dans les critères d'inclusion puis d'exclusion. Pour ces deux études-là en tant que telles, Pedigree puis Cosmic 313, c'est des études qui sont seulement ouvertes en première ligne. Et puis, je vous dirais que le Cosmic 313 vient finir l'enrôlement comme international il y a environ un mois, je pense. À peu près un mois. Puis je pense que Pedigree est toujours en cours aux États-Unis. Ouais. Alors, c'est tout, Dr. Bossé. On a passé plus que notre temps, puis vous avez vraiment expliqué tout, puis répondu aux questions. Merci encore beaucoup d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui et de nous expliquer le consensus. Ben, c'est mon plaisir. Et puis, si jamais il y a des questions qui sont latentes, sans réponse, et puis vous pouvez toujours les envoyer à Mona, et puis j'essaierai d'y répondre aussi bien que je peux là, par la suite. Donc, ça me fait plaisir. OK? Donc, encore une fois, je vous remercie, Mona et Christine, pour l'invitation. Mais à tout le monde, là, malheureusement, je ne vous vois pas, là, mais je vous sens que vous êtes là. Donc, je vous remercie pour avoir assisté à la conférence, puis j'espère que ça vous a plu, puis répondu à vos questions. Donc, Merci beaucoup. voilà.